il ne se passe pas une seule journée sans que soit évoquée ici en Europe la possibilité que les États de l'Union européenne soient dans l'obligation d'assurer eux-mêmes la sécurité de l'Ukraine et la leur, donc bien sûr la nôtre, celle du continent. Alors un plan est en cours d'élaboration selon lequel la France et la Grande-Bretagne vont solliciter le soutien militaire des États-Unis pour à peu près 30 000 soldats qui seraient déployés en Ukraine, bien sûr, après la conclusion d'un accord de paix. Alors, on écoute le Premier ministre britannique, qui d'ailleurs va aller parler de ce plan de paix jeudi prochain à la Maison-Blanche. Je suis prêt à envisager un engagement des forces britanniques au sol, aux côtés d'autres forces, si un accord de paix durable est conclu. Mais il doit y avoir un soutien des États-Unis, car une garantie de sécurité des États-Unis est le seul moyen de dissuader efficacement la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine. Alors, Michel Goya, justement, je commence par vous. Ce nouveau plan, c'est important quand même. De quoi s'agirait-il exactement? Est-ce qu'il s'agirait de la protection d'un contingent militaire, donc de 30 000 hommes, par justement l'aviation américaine, le renseignement américain? Alors, le problème de tout ça, c'est qu'on ne sait pas très bien pour quelle mission. Moi, je suis militaire, on me dit tu vas quelque part, la première chose que je dis, certes, oui, mais quelle est la mission? Quelle est la mission? Et là, c'est un peu, ça reste quand même très flou. Hein. En fait, c'est là qu'est le nœud du problème. Maintenant, ce que je trouve intéressant, d'abord, c'est qu'on voit apparaître un tandem franco-britannique, oui. Assez inédit. La dernière fois qu'on a fait une opération franco-britannique, c'était en 56, une opération militaire de grande ampleur. C'était en 1956, ça s'était mal terminé parce que les Américains et les Soviétiques s'étaient entendus pour dire voilà, vous arrêtez de jouer, les Européens, et vous rentrez chez vous. Et depuis cette époque, les Britanniques ont décidé de ne plus jamais mécontenter les États-Unis, de suivre leur ligne. Alors, ce qui est j'allais dire travailler que avec les Français militairement. Ça, c'est un élément un peu nouveau, côté britannique, de dire, ben non, c'est pas le truc. Maintenant, pour répondre juste à votre question, c'est pourquoi faire? Si c'est, on l'a déjà dit, si c'est pour... Non, mais ils vont aux États-Unis, le Premier ministre britannique, Emmanuel Macron, donc ils vont bien lui demander quelque chose. Ils vont lui demander de soutien matériel, de soutien, effectivement, de protection, que les Américains n'accepteront pas dans les... Ils n'accepteront pas s'il s'agit d'une vraie force de combat, quoi. Les Américains veulent un cessez-le-feu rapide. Ce cessez-le-feu ne sera accepté par Poutine que si éventuellement il y a une force d'observation qui ne sert à rien. Voilà. Mais si on est en train de proposer quelque chose de plus solide, les Américains n'accepteront pas. Juste une petite précision. Alexandre Ménic. Je crois qu'on avait quand même esquissé entre la Grande-Bretagne et la France une espèce d'union militaire. Oui. C'était à Saint-Malo en 98. C'était entre Tony Blair et Jacques Chirac. Une coopération. Mais ça n'a pas marché. Enfin, vous dites esquissé, personne n'en a jamais entendu parler. Si vous permettez, je reviens de Londres, je suis rentré hier soir et j'ai eu pas mal de discussions. Donc vous êtes encore de la couronne. Eh bien, les personnes à qui j'ai parlé, qui étaient des représentants du ministère de la Défense et du Foreign Office, se disaient mais on ne sait pas du tout de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle parce que la phrase de Keir Starmer, c'est comme une phrase clé, c'est que quand il y aura un plan de paix. Oui, et pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Par contre, il y a quand même des discussions très informelles, des esquisses, comme vous dites, sur le besoin d'apporter un soutien aérien à l'Ukraine et le besoin d'apporter aussi une protection de la mer Noire. Mais là, vous avez mentionné le mot renseignement. Sans le renseignement américain, ce sera très, très, très compliqué pour qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Il va falloir aller convaincre les États-Unis. Et deuxième chose, les Russes sont formels. Ils n'accepteront pas, dans un cadre de plan de paix, la présence de troupes de pays de l'OTAN. Donc toutes les personnes à qui j'ai parlé, on est mal barré. Elles se sentaient totalement consternées en se disant c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. C'est beaucoup trop tôt parce qu'il n'y a pas de paix en Ukraine. La perspective d'une paix est encore très très éloignée. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut se dire avant et surtout réparer la division qui est en train de se créer entre les Américains et l'Europe. Et c'est ça qui sera vraiment plus le cœur du sujet lundi, à mon avis, que l'envoi de troupes. Parce que c'est beaucoup trop tôt.
Lucas Manger, Michel Goya a parlé à l'instant de ce couple franco-britannique qui semblait se former. Est-ce que ce n'est pas un hasard si ces deux pays sont ceux qui disposent de l'arme nucléaire? C'est-à-dire que pour parler à Trump, aujourd'hui, il est plus utile d'avoir l'arme nucléaire pour peser dans les débats. Évidemment, et vous avez tout à fait raison, c'est deux pays puissants, deux pays dotés, comme on dit, dotés de l'arme nucléaire, même si l'arme nucléaire britannique est très dépendante des Américains, alors que les Français sont souverains et autonomes sur l'arme nucléaire. J'allais dire, dans le chaos, la cacophonie et parfois le silence européen, c'est le seul point d'espoir, parce qu'on est dans un tel moment que il y a des points d'espoir. Quand il y a des points d'espoir, faut essayer de les souligner, qui est apparu dans la semaine. C'est-à-dire que l'Europe apparaît complètement désorganisée, parfois en colère entre eux. Le sommet de lundi à l'Elysée n'a pas fonctionné comme Emmanuel Macron, le président de la République, le voulait. Il y a visiblement un dialogue constant entre les Britanniques et les Français, d'un point de vue politique et militaire, pour se dire, à nous deux, on peut peut-être essayer d'infléchir un tout petit peu la position de Trump et, entre guillemets, de le calmer. C'est-à-dire de lui dire, ça sera pas possible, il n'y a pas qu'un deal sur les terres rares, on en reparlera plus tard, qui va fonctionner. Il va falloir des troupes, il va falloir y aller. Donc c'est le seul point positif, et effectivement, ce sont deux pays nucléaires, deux pays qui ont, malgré des siècles et des siècles de bataille les uns contre les autres, entre la France et l'Angleterre, une très solide amitié depuis extrêmement longtemps. Et puis il faut pas oublier que les Américains écoutent beaucoup plus volontiers des Britanniques, d'abord parce qu'ils parlent la même langue, et que c'est leurs alliés. Donc même si pour des raisons historiques aussi. Pour des raisons historiques, je finis là-dessus, même si Trump n'écoute pas les autres dirigeants politiques, les interlocuteurs diplomatiques et militaires anglais sont reçus à Washington encore plus volontiers que les Français. Bon, alors il faut quand même essayer de comprendre qui est pour cette initiative, qui est contre. Bon, alors évidemment, c'est une initiative franco-britannique. Ceux qui ont déjà dit qu'ils étaient contre, c'est la Bulgarie, la Slovaquie, la Croatie, la Pologne. Évidemment, l'Allemagne dit qu'il est beaucoup trop tôt, donc c'est équivalent d'un non. Quant à l'Italie, elle reste sceptique. Mais on peut se demander quand même, Elisabeth Shepard-Selam, si cette proposition, quand même, le premier intéressé, c'est Volodymyr Zelensky. Est-ce que lui, Volodymyr Zelensky, il estime que cette proposition nouvelle, récente, qui a l'air de rendre le président français, le Premier ministre britannique très actif, est-ce qu'elle est viable, est-ce qu'elle est souhaitable ou pas ? Et je pense, et on revient à ce que déjà disait Lucas, on n'a pas de paix. Et je pense que Zelensky, comme beaucoup, aujourd'hui, la question c'est si on arrive à une paix, si on arrive à une négociation et une paix juste. Les Ukrainiens parlent beaucoup d'une paix juste, ce qui n'a pas l'air de s'exquiser dans les discours, en tout cas américains et russes. Donc je pense qu'aujourd'hui, même pour les Ukrainiens, ce genre de proposition n'a pas de sens. Oui, après, Elisabeth, n'oubliez pas qu'il avait parlé de 200 000. Oui, soldats. 200 000 soldats. Oui, 100 000. Et là, la proposition franco-britannique, c'est 30 000. Mais soldats, pourquoi faire ? On revient encore à cette question. Le soldat dans le cadre de quelque chose qui est négocié. Il n'y a rien de négocié et encore plus avec. Donc vous trouvez tous que cette initiative en fait n'a aucune. Je pense qu'il y a un sens. On n'est pas prêt de voir des soldats français, européens en Ukraine, britanniques en Ukraine. Alexandre Melny. Il y a une initiative politique, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Cette initiative, bon, d'abord, il s'agit d'une nouvelle configuration de l'Union européenne ou de l'Europe, tout simplement, parce que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne. Bah, donc, et pourtant, il y a cette mission, donc là-bas, presque mission de la dernière chance, en tout cas très urgente, et c'est la Grande-Bretagne et la France. Oui. Mais pourquoi vous avez cité un des pays qui ont refusé, justement, ou bien qui étaient sceptiques ? Quand même la Pologne. Justement, une nouvelle configuration de l'Europe, à mon avis, n'est pas concevable sans la mythe de l'Europe, c'est-à-dire les pays de l'Est, enfin de l'ancien bloc soviétique, qui ont cette gravité de la situation, enfin le sentiment de la gravité, et qui sont exposés en première ligne par rapport aux dangers russes existentiels. Donc, et ils se sont exclus. Donc c'est pour ça, une nouvelle fois, cette initiative qui doit être en principe saluée, risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Alors ce soir justement, on a Volodymyr Zelensky qui reprend la parole et qui nous dit, je cite, « L'Europe doit et peut faire beaucoup plus pour garantir la paix. Nous avons des propositions claires avec nos partenaires européens. » D'accord, des propositions claires très certainement, même si on a du mal à les voir quand même, Elisabeth Shepard-Selam. Mais est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer, Volodymyr Zelensky, de se disputer finalement avec personne, hein? Il a bien du mal avec les États-Unis, on va y venir. Ça fait 2 jours qu'on voit de la part de Zelensky des déclarations, pardonnez-moi, mais un peu sans saveur, sans vraiment de fond derrière, comme s'il fallait juste maintenir une espèce de faux semblant, mais derrière, en réalité, personne ne l'aide. C'est ce qu'il dit, il dit juste à l'aide, encore une fois. On est beaucoup dans la communication
l'impression dans les paroles en ce moment, et je pense que Zelensky met le doigt aussi sur ce qui fait mal, c'est-à-dire les actes, que ça soit de la part des Européens ou des Américains, suivent pas. Bon, de la part des Américains, c'est encore pire, il revient sur un certain nombre de choses, donc c'est très grave. Mais encore une fois, on peut pas combler, notamment en termes de matériel, à cette vie d'Américain, et j'imagine que même s'il a parlé, on l'a vu parler avec Macron, on a vu parler avec un certain nombre de personnes, aujourd'hui, on n'a pas forcément quelque chose de concret à lui livrer. Et c'est un coup politique, et ça, c'est aussi important face à Trump qui occupe cet espace politique, mais concrètement, on n'offre pas beaucoup plus aujourd'hui. Bon, écoutez, je vois que vous êtes tous dubitatifs, mais en tout cas, le président français Emmanuel Macron, qui sera dans le salon ovale, le bureau ovale de la Maison-Blanche, avant le Premier ministre britannique, qui sera dès lundi, voilà ce qu'il a dit concernant ce plan. Nous ne comptons pas envoyer de combattants en Ukraine. On compte plutôt essayer de trouver cette négociation et de prendre le président Poutine au mot, revenez à la table des discussions, négocier une vraie paix durable. Par contre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié, avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Bon, Lucas Manger, alors si j'ai bien compris, je cite les personnes qui ont rédigé ce plan, il s'agirait, je sais que Michel Goya dit effectivement que ça n'est pas clair, et on peut trouver que ça n'est pas clair, je suis d'accord, mais qu'il définit cette force comme une force de réassurance. C'est le mot employé, réassurance. Donc, comment Emmanuel Macron, qui est donc dépêché le premier à Washington, suivi du Premier ministre britannique, vont-ils convaincre Donald Trump? Ça va pas être facile, je pense, de l'intelligence d'abord et de la nécessité de ce plan. Alors moi, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire une force de réassurance. Oui. Il y a des forces militairement. Non, mais quelque chose. Michel. Mais juste oui. Avant de laisser la parole à Michel, évidemment, sur ces questions militaires, ça veut dire quoi de parler d'une paix négociée? Il n'y a pas de paix pour le moment, pardon. Il y a des bombes qui tombent toute la journée sur les Ukrainiens, il y a des soldats qui se battent toute la journée. On est là en train de parler de paix. Poutine n'est pas en train de proposer une paix, il est en train de proposer d'acheter l'Ukraine avec Poutine. Donc il n'y a pas de plan de paix pour le moment. Mais non mais pardon Anne, qui dit que les Ukrainiens vont accepter ça pour le moment? C'est la question que je posais. Mais qu'est-ce qui dit que les Ukrainiens vont accepter de se faire dépecer au nom d'un plan de business monté par Donald Trump? Ont-ils le choix seulement? Peut-être qu'ils n'auront pas le choix, mais enfin pour l'instant ils l'ont encore. Et donc vous parliez des appels répétés de Zelensky. Zelensky, oui, fait des appels à l'aide en disant ne nous laissez pas être dépecés au nom d'un deal qui est conçu comme un deal immobilier du plus fort au plus faible. Donc ensuite, on parle là de paix négociée, mais pour l'instant on n'y est pas du tout à une paix négociée. Encore une fois, les gens continuent à mourir en Ukraine pour leur indépendance. Donc c'est une première chose qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, les forces de paix qui interviendront dans un moment où il y aura une paix, ça veut dire quoi? Dans 15 jours, dans 6 mois, dans 10 ans oui, mais... Comme en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Non mais pardon, je m'énerve un peu, mais parce que vous avez raison, on est en train de parler d'une paix négociée alors qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de plan de paix. Personne n'a fait une proposition de paix. Est-ce que, je comprends votre colère, mais est-ce que ça n'est pas le résultat? Si vous voulez, ce que sont en train de faire le président français et le Premier ministre britannique, c'est évidemment réagir à l'urgence provoquée la semaine dernière, d'abord par le coup de fil de Donald Trump à Vladimir Poutine, deuxièmement par les négociations à Riyad, etc. Donc, c'est une réponse. On est toujours en train de se plaindre qu'il n'y a pas de réponse. C'est un début de réponse. Je le disais tout à l'heure, c'est effectivement, au moins, il y a une réponse conjointe des Français et des Britanniques, et heureusement qu'il y a cette parole qui se porte et qui va à Washington. Et où est les deux hommes vont à Washington. Pardon. Où est l'Allemagne? Mais sur la réassurance, c'est important ce que vient dire Michel. Force de réassurance, est-ce que ça a un sens précis? Oui. Parce que c'est un terme qui est déjà employé pour les forces de l'OTAN que l'on a déployées sur toute la bordure orientale. Donc les bataillons, par exemple, multinationaux qui sont dans les pays baltes, ce sont des forces de Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous explique. Ce sont des forces, vous avez en Estonie, par exemple, vous avez un bataillon multinational avec 300 soldats français, sous commandement britannique, on y revient. Sous commandement britannique? Oui, le bataillon commandé par les Britanniques. Et qui est en Estonie. Et quel est son rôle? C'est, en cas d'attaque russe, de combattre les Russes.
Voilà, et les Russes franchissent la frontière. Réassurés, quoi. Ces forces sont d'ailleurs aux ordres de l'armée estonienne, et leur mission, c'est de combattre. Alors, un bataillon, c'est pas suffisant pour arrêter une division russe, mais dans ce cas-là, on parle d'unité détonateur. C'est-à-dire que, en réalité, ça oblige les Russes, ça place les Russes devant le dilemme d'aller affronter directement des soldats français, britanniques, canadiens et autres. Et là, donc d'entrer en guerre automatiquement contre ces pays-là, ça peut poser problème. Et donc, quand on parle de force de réassurance pour l'Ukraine, c'est ça. Moi, ça me rassure pas du tout. Hein. Mais non, mais c'est le terme consacré d'ailleurs qui est assez mauvais. C'est qui est fréquent. Quels autres bataillons sont considérés comme une traduction, c'est une mauvaise traduction. Enfin, c'est Assurance. Oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, ça veut dire dissuasion, on pourrait dire, ou dissuasion. Voilà. Ouais, parce que souvent, c'est pour ne pas dire quelque chose. On y revient. Une force de ce type en Ukraine est absolument, pour l'instant, inconcevable. D'accord. Alexandre. Oui. Justement, vous avez posé la question, où est l'Allemagne ? Donc, parce que finalement, le moteur franco-allemand dont il faut parler, etc., eh bien, il est où ? Il est à l'arrêt. L'Allemagne, aujourd'hui, est empêtrée dans ses propres problèmes internes. Il ne faut pas oublier qu'il y a, dans quelques jours, ce dimanche, des élections, donc à l'issue quand même assez incertaine. Et donc, l'Allemagne est complètement out aujourd'hui. Donc, mais il faut faire quelque chose pour sortir, comme disait Lucas, de cette espèce de léthargie dans laquelle aujourd'hui est plongée l'Europe, qui me donne parfois l'impression d'être un lapin pris dans les phares de la voiture, entre bulldozer, Trump qui fonce et Poutine qui fait peur. Donc c'est pour ça qu'il faut saluer quand même cet acte de initiative, proactivité de l'Europe, mais il faut s'interroger aussi sur son résultat final. Alors, évidemment, sans surprise, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui faisait partie de cette délégation à Riyad face à une délégation américaine, voilà ce qu'il a dit, il est bien évidemment contre. Ah bah, vous m'étonnez. Non, oui, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Pour nous, l'apparition de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien serait inacceptable. Oui, Samantha de Bendern. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout répété. Il a tout répété. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de troupes en Ukraine, dans un cadre d'un accord de paix qui serait acceptable pour la Russie, c'est absolument impossible. Ça ne va pas arriver. À moins que ce soit contre la volonté de la Russie, dans quel cas ce ne seront pas des forces de réassurance, mais ce sont des forces qui iront au combat. Mais Samantha, vous êtes en train de nous dire que donc la proposition, quand même, qui est le résultat de la réunion la semaine dernière, que Emmanuel Macron a réussi à réunir tout le monde cette semaine, lundi et puis mercredi, pour aboutir à ce plan, c'est donc quelque chose qui forcément ne va pas marcher. Alors non, moi je crois que ce qui est très important, et ça plusieurs personnes l'ont mentionné autour du plateau, c'est de montrer à Donald Trump que l'Europe a une volonté, que l'Europe c'est capable de se réunir, de se rencontrer, d'avoir une proposition concrète à mettre sur la table. Personne ne sait ce qui va vraiment être mis sur la table. On parle de troupes parce que c'est la chose la plus concrète. Je pense sérieusement qu'il y aura une proposition sur la table de protéger d'une quelque façon que ce soit le ciel ukrainien et la mer Noire. Je pense qu'il y aura peut-être aussi une proposition d'avoir plus de troupes européennes en Europe de l'Est, parce que les Américains aussi parlent de retirer des troupes de l'Europe de l'Est. Oui. Donc, je crois que l'importance de ce qui va se passer lundi, c'est que les Européens et ce duo franco-britannique, qui est important, parce que les Britanniques veulent essayer de faire un pont entre l'Europe et les États-Unis. Malheureusement, J.D. Vance et Elon Musk détestent Keir Starmer, donc il y a un problème. Ah bah oui, c'est un problème supplémentaire. Et donc Emmanuel Macron va jouer un rôle très important là-dedans, et ce duo va apporter des choses, une panoplie de relations personnelles sur la table et une capacité à agir, et puis le fait d'être les deux puissances nucléaires sur le continent européen. Donc c'est important, même si ces 30 000 troupes vont jamais se matérialiser en Ukraine, même si c'est juste quelque chose pour nous faire parler sur ce plateau. C'est très important d'aller voir Trump et dire voilà, nous pouvons mettre ça sur la table. Trump est un transactionnel. Trump ne s'intéresse pas à la géopolitique, ne s'intéresse pas à l'Ukraine. Les deals. Et il va essayer, il va poser la question,
qu'est-ce que moi j'aurais en retour? Alors, vous dites justement les Américains pensent à retirer aussi leurs troupes, en l'occurrence du sol européen. Alors, c'est pas forcément qu'ils y pensent, mais en tout cas, c'est ce que les Européens craignent eux-mêmes, parce que les services de renseignement européens, Lucas Manget, disent qu'en effet, à la faveur d'une négociation d'un accord avec Poutine, eh bien, en effet, Trump pourrait enlever ses troupes qui sont déjà présentes aujourd'hui en Europe. Est-ce que ça, c'est de l'ordre du possible selon vous? Et qu'est-ce que ça apporterait concrètement? On n'arrête pas de dire que Trump fait des déclarations, mais que c'est un personnage fantasque et qui ne fait rien derrière. C'est faux. Il fait ce qu'il dit. Et donc, il y a effectivement tout à craindre. Ce que Trump est en train de faire, ni plus ni moins, c'est un basculement total de l'ordre géopolitique qui existe depuis 1945. Il a dit à plusieurs reprises dans sa campagne qu'il ne voulait pas payer pour l'Europe et qu'il voulait que l'Europe, en gros, se débrouille toute seule avec sa défense. En fait, il va le faire, oui, ça, il va le faire. Autant on ne sait pas ce qui va se passer effectivement dans l'envoi de troupes européennes, parce que ce sont des ballons d'essai que tentent les diplomates et les militaires en ce moment pour voir ce qui pourrait passer auprès des Russes, ce qui pourrait passer auprès des Américains. Il y a une chose qui semble effectivement circuler énormément à Washington, c'est que de toute façon, cette négociation sur l'Ukraine va nous permettre de rapatrier tous les soldats et tout l'argent aux États-Unis. Et c'est là, je reviens sur ce que disait Samantha. Lui, il ne voit que ça. Ne parle que de ça, l'argent et les hommes. Mais vous vous rendez compte qu'on en est à commenter le fait que, ce que disait Samantha à l'instant, que Trump n'aime pas un tel, n'aime pas un tel. Cette semaine, on a découvert qu'en fait, il n'aimait pas Zelensky. Le type lui plaît plus. Ça a toujours marché comme ça. Non, mais ça a toujours marché comme ça. Mais sauf qu'on en est réduit à réfléchir et essayer d'analyser des disgrâces entre un homme politique et qui est le premier bénéficiaire de ça. C'est celui qui a le temps pour lui, c'est Poutine, qui lui ne déteste personne, n'aime personne, et il a le temps pour lui, il sait exactement sur quel tapis de poker il est en train de jouer, je ne sais pas si l'expression est bonne, c'est peut-être pas un tapis, mais il jubile. Il les laisse s'étriper entre eux, et lui, de toute façon, il sait qu'il va gagner à la fin.